J'ai contacté la personne pour savoir si je pouvais lire son texte quand même. Cette personne m'a donné l'autorisation. Donc, je vais vous la lire. Autométro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordre. Alors, cette lettre est suite à... On va appeler ça un fait divers. Mais bon, c'est ce que la personne a vécu. Alors, une lettre qu'elle a envoyée au président de la République, au ministre de la Santé, à l'ARS, à tous les organismes qu'elle a vus, pour essayer d'avoir des réponses. Jusque-là, elle n'a pas de réponse. Alors, je cite. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Santé, quand vous allez entendre le récit, vous allez comprendre qu'elle reste correcte, parce que c'est un écrit. Je me permets de vous écrire afin de vous alerter sur la situation catastrophique de nos hôpitaux et par conséquence sur la situation de danger dans laquelle nous nous trouvons actuellement lorsque nous avons besoin de soins. Mon père, âgé de 78 ans, malade de Parkinson depuis des années, a été hospitalisé au CHU d'Amiens dans la Somme en juin 2021. Une vertèbre cassée suite à une chute. Rien de grave, il fallait juste une opération très rapide pour soigner cette petite fracture. Chaque jour, mon père restait à jeun, sans eau, sans nourriture, au cas où un bloc se libère et qu'il puisse être opéré. À chaque soir, il avait une compote, car finalement, le bloc n'était pas libéré. Cela pendant 11 jours. Il s'est bien entendu beaucoup affaibli. Il était déshydraté. À cause de la douleur due à sa vertèbre cassée, durant ces 11 jours, mon père a été mis sous morphine en attendant son opération. Sous morphine, il a eu des hallucinations. Il était incohérent. Il chutait. Il a eu de nombreux hématomes. Et d'après l'hôpital, il a arraché la pompe branchée à son estomac qui lui délivrait son traitement pour la Parkinson. Il lui fallait maintenant 2 opérations. Une pour sa vertèbre cassée, une pour remettre la pompe en place. Tout ça dans un état physique de dénutrition et de déshydratation. L'opération de la vertèbre a été faite le 11e jour de l'hospitalisation, sans aucun souci. La pose de la pompe a été faite quelques jours après, mais là, ça a été un échec. Un deuxième essai a été fait, encore un échec. Mon père était dans un état catastrophique. Excusez-moi. Le neurologue et le chirurgien ont voulu tenter une dernière opération pour reposer cette pompe. Merci. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une laparotomie. Excusez-moi, je ne connaissais pas le terme. 2 jours après cette opération, il a fait une importante hémorragie. Il a été transféré aux urgences. Les urgences ont fait ce qu'ils ont pu pour arrêter l'hémorragie, mais il n'a pas pu rester dans ce service, car pas assez de place dans les soins infectifs. Il est donc retourné dans sa chambre individuelle en neurologie, sans aucune surveillance particulière, après avoir perdu énormément de sang, sans avoir assez d'infirmières pour passer régulièrement. Ma mère a fait l'expérience de rester dans sa chambre durant 3 heures, auprès de mon père, avec la porte fermée. Donc, aucune infirmière n'est passée durant ce laps de temps. Ses plateaux repas restaient intacts, car il ne pouvait plus manger à seule cause de sa maladie de Parkinson. Il ne pouvait pas boire non plus. Personne n'a jamais eu le temps de le nourrir. Je n'accable pas les infirmières ni les aides-soignantes dans mes propos, car je sais qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour pouvoir le faire. Ma mère est passée chaque après-midi pour lui donner à manger et à boire. L'hémorragie s'est suivie d'infections et d'autres complications. Mon père est décédé le 14 août 2021, après avoir horriblement souffert pendant 2 mois de la faim, de la soif, de l'attente, du sentiment d'abandon, des infections qui lui ont rongé le ventre. Et simplement parce qu'il s'est cassé une vertèbre. Il n'y avait pas un bloc de disponible pendant 11 jours. Oui, s'il avait pu être opéré rapidement, il n'aurait pas eu cette descente aux enfers.
Excusez-moi. Donc, voilà où en est l'hôpital en France actuellement. Je vous parle du CHU d'Amiens, mais vous comprenez, mais vous devez connaître, Monsieur le Président, puisque votre père y est professeur reconnu. Donc, vous n'êtes pas sans savoir les problèmes qui s'y posent. Demandez-lui, Monsieur le Président, si ce que j'écris est vrai. Il sait forcément que je ne rapporte qu'un cas parmi d'autres et que cette situation n'est pas propre au CHU d'Amiens, mais celle de la plupart des hôpitaux de France. J'ai lu l'article 1142-1 du Code de la santé publique. Il réside de ces principes que la responsabilité d'un établissement de santé se trouve engagée par faute simple chaque fois que des erreurs sont commises dans l'organisation, le fonctionnement du service. Ainsi, un retard de prise en charge dont l'origine serait imputable à l'établissement du fait d'une négligence fautive, d'un défaut d'organisation ou de l'absence de protocole sur la conduite à tenir en cas d'incident, pourrait être de nature à engager la responsabilité d'un hôpital ou d'une clinique. En outre, la notion de perte de chance, bien ancrée dans le droit médical, pourrait également être invoquée dans un cadre de retard de prise en charge imputable à une carence dans l'organisation des soins, ayant pour conséquence d'alerter la santé du patient et de diminuer ses possibilités de récupération. L'altération de l'état de santé de mon père, physique et psychologique, était plus que manifeste. J'ai demandé le dossier médical de mon père, sans savoir ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là. Au bout d'un mois et demi, alors que la loi ne donne que 8 jours de délai, et force de relance, j'ai obtenu un dossier complètement ridicule. Des résultats de biologie datant de 2006, le compte-rendu d'hospitalisation d'un autre patient, mais quasiment rien sur les modes d'hospitalisation de mon père. J'ai envoyé un mail à la direction, qui est resté sans réponse. J'ai donc envoyé un recommandé avec accusé de réception. Là, bizarrement, au bout de 2 jours, on me répond qu'on est navré et que le nécessaire va être fait. Peut-être va-t-on finir par me convoquer et me demander combien vous voulez, pour ne pas que j'aille plus loin, comme cela arrive à d'autres. Je ne concevrai jamais que dans un pays comme la France, les gens puissent mourir de faim, mourir de soif, de manque de soins dans les hôpitaux, car on manque de moyens. C'est pourtant ce qui arrive. La pandémie qui n'y est pour rien, les hospitalisations Covid n'étant plus à un niveau extrême en juin 2021, cette pandémie n'a fait qu'accélérer la faillite de nos hôpitaux déjà bien entamés avant. Qu'attendez-vous pour sauver nos hôpitaux et notre système de soins? Le personnel soignant ne tient plus. Ils sont en très grand sous-effectif. Il n'y a plus assez de blocs, des services incomplets. Les conséquences sont dramatiques et inhumaines pour les patients. Que ferons-nous quand nous n'aurons plus assez de médecins, de chirurgiens, d'infirmières, d'aides-soignants dans nos hôpitaux? Qui va vouloir continuer à travailler dans ces conditions avec la charge de travail et de responsabilité que cela implique pour un salaire de misère? Lorsque nous n'aurons plus personne à recruter, il sera trop tard pour réagir. Vous en avez assez la preuve avec les enseignants. Pour personne, plus personne ne veut passer de concours. Il en sera de même pour les soignants. Sauf que cette fois, il sera question de vie ou de mort si nous n'avons personne dans nos hôpitaux. Il faut malheureusement le vivre pour ouvrir les yeux sur cette situation. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, ouvrez les yeux sur le monde d'en dessous. Mettez l'argent du contribuable là où cet argent est absolument nécessaire. Les primes de Noël, chèques énergie, primes carburant pour les personnes qui ne travaillent pas et autres appâts pour futurs électeurs seraient plus utiles dans nos hôpitaux et pour le personnel soignant. Je travaille tout comme mon mari.
Je travaille tout comme mon mari. Nous payons nos impôts en tout genre. Nous n'avons aucune aide car nous gagnons trop pour être aidés. Et pas assez pour ne pas devoir compter chaque mois et élever nos enfants. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne, je crois. Et pourtant, je n'accepterai jamais un chèque contre la vérité sur le décès de mon père. Les valeurs qu'il m'a transmises sont bien au-delà de cela. Je sais pertinemment que si je veux défendre la mémoire de mon père, il faut passer par une procédure longue et coûteuse, que je n'ai pas les moyens. Comme beaucoup d'autres familles, dans le même cas, des finances, des frais d'avocat. Peut-être comptez-vous sur cette difficulté pour que toutes ces situations ne soient pas dévoilées. C'est effectivement le cas pour la plupart des personnes qui, comme moi, n'ont pas les moyens financiers de se défendre. Cependant, j'alerterai autant que je peux. Le faire sur les conditions désastreuses dans lesquelles nos hôpitaux sont en train de sombrer et combien les patients sont déshumanisés, en danger face à ce système que vous cautionnez et que vous ignorez. Je trouverai, je pense, de nombreux témoignages dans ce cas. Je ne ferai pas la distinction de partis politiques. Chacun recevra ce courrier pour information. Donc c'est à m'envoyer à tous les partis. Celui qui s'emparera de ce problème pourra être et faire avancer les choses. Et c'est bien là ce qui importe. Aujourd'hui, des personnes meurent par manque de moyens et de personnel dans nos hôpitaux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, regardez les Français comme des êtres humains et faites le nécessaire pour que nos hôpitaux retrouvent un fonctionnement digne de notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Cordialement. Merci, et merci à cette dame d'avoir eu le courage de témoigner. Par contre, ce témoignage date de l'été 2021. Ce qui s'est passé, c'était en été 2021. Le manque de personnel d'été 2021 s'est accru à partir du 15 septembre. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 300 000 soignants qui ont été empêchés d'exercer leur métier depuis. Donc ça veut dire que la situation déjà catastrophique en été est devenue carrément ingérable. Et on en a des témoignages tous les jours. Donc ça veut dire pour tous les gens qui ne sont pas au courant, être privé du moyen d'exercer son métier, ça veut dire ne rien toucher aussi à la fin du mois. Hein, c'est pas aller à la NPE et recevoir son petit pécule, c'est être sans les moyens de vivre. Donc aujourd'hui, pour une ségrégation qui est basée sur aucun fondement scientifique, il y a des gens qui sont à la rue ou qui vont l'être, il y a des gens qui ont donné leur vie, et notamment une année 2020 et un début 2021 où leurs expertises étaient mises à rude épreuve. Ces gens-là, maintenant, on les laisse de côté, on les laisse en fait crever comme des chiens. Et c'est ça la France d'aujourd'hui. La France qui ne tient pas compte, qui ne tient aucun compte de ses ressources vives, c'est ce qu'on appelle une dictature. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il existe des voix qui s'élèvent depuis un certain temps. Au début de la manif, je vous ai lu un texte que je voudrais vous relire, si vous le permettez, parce que je pense qu'il est beau, si je retrouve mon texte. Donc, c'est une partie d'une déclaration d'une députée allemande, Madame Christine Anderson. Et je pense qu'elle résume très bien la situation. Et merci à elle. Le principal problème de cette crise du virus est que les droits civiques sont de plus en plus restreints et on ne voit pas bien pourquoi les citoyens accepteraient cela. L'une des raisons pourrait être un inconvénient des sociétés démocratiques libres. On arrive toujours à un point où l'on croit que l'état de droit
La démocratie et la liberté sont en quelque sorte un don de Dieu et ils ont toujours été là et qu'ils survivront à n'importe quelle infamie. Alors qu'en réalité, ce sont des droits pour lesquels il faut se battre et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse plus pour lutter pour ce droit à la liberté. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pourquoi ces principes fondamentaux qui sont ancrés dans la loi fondamentale de la Constitution allemande ou française ne doivent pas être des privilèges accordés par le gouvernement qui peuvent être retirés à n'importe quel moment. Voilà, chapeau bas madame, force et honneur à vous aussi qui avez bravé le froid, la pluie. Merci à tous. Je voudrais aussi revenir sur 2 points que j'ai abordés lors de notre petit parcours. Le premier, c'est que contrairement à ce que monsieur Olivier Durand... Monsieur Olivier Véran, que Monsieur Olivier Véran a déclaré en fait qu'il n'y avait eu à ce jour aucun mort déclaré du vaccin. Les chiffres officiels pour tout le monde, c'est 1224 morts. Vous pouvez le trouver sur les sites de la NSM. Bon, il faut évidemment, on va vous mettre des barrières pour que vous ne les trouviez pas facilement, mais les chiffres sont là. Donc en France, aujourd'hui, il y a eu 1224 morts du vaccin et 4000 personnes hospitalisées pour effets graves, effets secondaires graves. Ce qui se rajoute en fait aux 30 000 déclarés en Europe, et on sait parfaitement que tous ces chiffres sont sous-estimés de par le fait que la charge pour les médecins de déclarer ces effets secondaires n'est ni prise en charge dans leur temps, ni aussi dépendent aussi de leur volonté de pouvoir le faire, vu qu'ils sont quand même pour une partie des covidistes. Voilà. Donc ça c'est le premier chiffre, 1224 morts. Le deuxième chiffre, c'est pourquoi on veut que nos enfants qui ne sont pas soumis au Covid, puisque cette maladie n'est pas une maladie pédiatrique, ces enfants ont été soumis à un traitement inhumain de port du masque. Maintenant, on veut leur injecter une substance qui n'a absolument pas été validée. Les premières études sont donc parues ces dernières depuis septembre, et donc on s'aperçoit que le quotient intellectuel de ces enfants est gravement mis en danger. Donc il y a des études américaines qui ont chiffré ça à 22 points de QI, ce qui est énorme. Quand on considère qu'un QI normal c'est à 100, si vous enlevez 22 points, vous avez un débile. Donc voilà. En plus de cette baisse de quotient intellectuel, il y a aussi le fait que les nourrissons ont des retards pour l'apprentissage, on va dire, des gestes quotidiens et évidemment du langage. Donc, les gens qui acceptent qu'on masque leurs enfants, même dehors, j'en vois plein ici, eh bien, sont coupables et un jour se réveilleront quand leur enfant sera diminué pour faire face à sa vie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.